Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, l'heureux vainqueur de la Normandie Channel Race 2022. C'était le 20 mai dernier, accompagné de son équipier italien. Notre skipper s'imposait à la barre de son classe 40 au terme d'un finish d'une rare intensité. Parcours exigeant, météo capricieuse. On fait passer notre skipper par toutes les émotions, comme il nous l'expliquera dans quelques instants sur ce plateau. L'occasion aussi de revenir sur le parcours atypique et le palmarès de ce marin talentueux, auteur d'un doublé historique sur la Mini Transat, victoire en série puis en proto, avant de s'imposer sur la Transat Jacques Vabre en 2019 en classe 40. Il est aussi bien décidé à entrer dans l'histoire de la Route du Rhum en 2022. Yann Lipinski est avec nous, on l'accueille. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour Yann. Bonjour. Bravo pour cette victoire arrachée après une bataille de haute lutte dans la Normandie Channel Race. Près de 5 jours de bagarre intense. Comment tu te sens émotionnellement, physiquement? Tu t'es remis? Oui, on a, que ce soit Ambrogio qui court avec moi ou moi-même, on a mis quand même un peu de temps, mais là ça va mieux, ça fait plusieurs jours, mais on a mis quelques temps à se remettre au niveau du sommeil, ouais, c'est clair. On voyait le visage fatigué à l'arrivée. Alors, on va parler plus dans le détail avec toi de cette course, mais avant, on voudrait revenir un petit peu sur ton parcours qui est atypique. Tu es né à Vanves, un père chercheur au CNRS, une maman institutrice. Tu n'étais pas forcément prédestiné à courir les océans, encore qu'à l'adolescence, je crois que tu as fait une petite escapade aux Antilles sur un vieux gréement dans le cadre d'une association. C'était déjà un petit peu l'appel du large que tu ressentais ? C'était surtout l'opportunité de partir de l'école. Donc pendant 2 ans, je n'ai pas fait d'école et ça me bottait bien, mais du coup j'ai découvert la mer et le bateau. C'était 2 ans. Ouais, pendant 2 ans, ouais, je suis parti. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette période au contact justement de l'océan? J'ai surtout appris une forme de détermination et d'avoir envie d'apprendre par soi-même. Voilà, effectivement, il n'y avait rien de scolaire dans cette association et par contre, il fallait choisir dans quel domaine on avait envie de s'épanouir et d'avancer. On faisait beaucoup de choses et on a appris aussi à travailler. Yann C'était l'équivalent de la 4e, 3e. J'avais de 13 à 15 ans. Quoi. Ouais. Et alors après, tu as fait de brillantes études, tu as été ingénieur aéronautique, diplômé de l'école de Toulouse. Et puis finalement, tu as bifurqué vers la mer. Alors, tu avais fait 3 ans au Glénan, tu avais eu ton brevet d'État aussi. Et puis, tu as pas mal navigué, bourlingué en famille, en croisière dans l'Atlantique. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es vraiment en mode loisir, la voile, c'est vraiment du pur plaisir? Ou est-ce qu'il y a quand même cette petite graine qui a déjà germé, tu es un peu tiraillé, tu as envie d'en faire ton métier, mais tu sais pas trop comment? Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, je m'étais dit, bon, je fais une petite parenthèse d'1 an avant de commencer à travailler sérieusement. Et la parenthèse, elle ne s'est jamais refermée. Jamais arrêté, ouais. J'ai travaillé au Glénan, j'ai passé un brevet d'État et puis j'ai le Sébastien Picot qui travaille avec moi là, sur le projet avec le Crédit Mutuel, qui m'a invité à faire un mini Fastnet. Ça a été ça la petite graine qui a germé. Mais je ne me suis pas dit que j'allais en faire mon métier, mais j'ai vraiment énormément apprécié cette course. Et après, je suis parti en voyage et pendant ce voyage, je suis allé accueillir le même Sébastien Picot à l'arrivée de la G2R à Saint-Barth. Figure de la course au large. Et puis, j'ai vu plein de skippers que j'avais vus sur le mini Fastnet arriver à Saint-Barth à la fin de la G2R et je me suis dit, mince, ça a l'air d'être des gens finalement assez normaux et pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ça? Et donc, à la fin du voyage, on est venu s'installer avec ma compagne à Lorient, avec pour moi l'objectif de mettre un pied dans la course au large. Voilà, alors justement, comme tu dis, c'est ce petit bolide qui t'a séduit et puis tu es venu t'ancrer à Lorient pour débuter une histoire sur la Mini, mais elle n'a pas été facile parce que tu as connu beaucoup de galères. Tu étais de l'aventure de la Mini 2013, là, qui restait bloquée à Douarnenez avant qu'un départ soit donné depuis l'Espagne. Et raconte-nous, pour toi, ça s'est arrêté vite. Ouais, c'était une édition particulière. Effectivement, le départ, il avait été donné à la Corogne, dans la baie de la Corogne, 1 mois après le départ qui devait avoir lieu à Douarnenez. On est parti dans des conditions assez compliquées au niveau du Cap Finistère. Il n'y avait pas une mer énorme, mais très, très dure et très, très courte. Mais à la fin de la nuit, mon bateau est parti dans un surf et il s'est couché en plein surf comme un petit laser.
Donc il s'est mis à l'envers, moi j'étais à l'intérieur, donc de nuit le bateau s'est rempli d'eau et je suis resté à l'envers pendant une heure et Quand même demie. traumatisant. Récupéré par un cargo, c'est ça. Et c'est un cargo polonais. Je suis originaire, enfin mes grands-parents étaient polonais. Et c'est un cargo polonais qui me récupère le lendemain et j'arrive à Tunis au lieu des Antilles, quoi. Ouais. Et avec ces images Grosse assez déception. fortes aussi. Et le sentiment d'avoir dû abandonner son bateau, bien sûr. Ouais, alors c'était une énorme frustration surtout. Et puis heureusement, Adrien Hardy m'a contacté sur le cargo et a pu aller chercher l'épave avec ma sœur et mon beau-frère. Et c'est Ambrogio Beccaria, avec qui je viens de remporter la CIC Normandie Channel Race, qui a récupéré cette épave, qui l'a C'est une belle retapée. histoire. C'est un oui. joli clin d'œil. Ouais. Et qui est arrivé, après l'avoir retapé à Lorient, et qui ne savait pas, pareil, pour faire de la course au large. Et il allait vivre dans le bateau avec tout son bazar. Et je l'ai invité, on ne se connaissait pas. Hein. Et Et aussi il est un venu clin d'œil. habiter sur mon canapé pendant un mois. C'est toujours de belles histoires aussi, la course au large, la voile et surtout la mini. Alors plus d'un aurait jeté l'éponge, toi ça t'a vraiment pas découragé, tu aurais pu dire bon voilà, c'était assez traumatisant quand même cette première expérience et au contraire, tu as rebondi très rapidement avec une belle victoire notamment sur la mini Transat 2015. C'était important de pouvoir revenir très vite avec ce projet Offset. Ah oui, bah oui, il fallait. Enfin, j'aurais pas pu continuer de vivre avec cette frustration qui était énorme. Hein. Je me souviens sur le cargo passer à côté de tous les copains qui continuaient et je m'imaginais partir sur les Alizés et moi de pas vivre ça, c'était horrible. Donc non, il fallait absolument que je reparte. Et à aucun moment tu t'es dit non c'est bon la course au large, Je jette la l'éponge. croisière Non. c'est très bien quoi. Non, au contraire, c'était un regain de motivation pour y retourner. Alors, nullement rassasié, tu as gagné la mini en série comme pilote de Offset, du chantier Offset. Et ensuite, nullement rassasié, tu as racheté à Davy Baudard le proto à étrave ronde numéro 865, je crois, dessiné par David Raison, avec lequel tu as vraiment gagné haut la main la mini Transat en 2017. On peut dire que la mini Transat, c'est vraiment la course fondatrice de ta carrière. Bah oui, c'est une classe. J'en ai fait pendant 6 ans. C'est une classe que j'ai adorée, parce que les bateaux sont incroyables, magiques, etc. Et pour l'ambiance aussi, un peu la fraternité qu'il y a entre tous les coureurs et coureuses au large. Enfin, On retrouve voilà, ça nulle part après dans la course au bah, large, c'est quand même parce que exceptionnel. là, Ouais. ça change parce que les projets grossissent, etc. Mais si, on le retrouve un peu quand même. Enfin, en Vous tout êtes cas, moi, beaucoup de le jour où il y ministres aura plus en ça, je classe pense 40. que j'arrêterai, quoi. Vous êtes beaucoup de ministres en classe 40. Voilà, on est beaucoup de ministres, donc on essaye de reproduire ce qu'on a Le vécu même sur esprit. la mini, ouais, c'est sûr. Mais avec ce bateau, enfin je crois que c'est Virginie, c'est 15 ou 16 victoires d'affilée avec ce proto, non? Oui, j'ai eu la chance, Oui. c'est vrai qu'il était incroyable. Une série assez incroyable. Ouais. J'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé avec ce bateau pendant 2 ans. Ouais. Et personne n'a jamais fait, je crois, ce doublé série. Non, et alors il n'y en proto. a pas beaucoup, faut être Oui, honnête, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont essayé. Oui. Mais voilà, je suis le seul. Et alors, du coup, après, tu es passé, ça t'a permis d'avoir une certaine crédibilité, une certaine notoriété, avant de passer en classe 40 avec ton partenaire Crédit Mutuel. Donc là, tu as décidé de faire un proto avec ce même architecte, David Raison, auquel tu es resté extrêmement fidèle. C'était un pari osé qui s'est soldé finalement par une victoire dès la Transat Jacques Vabre que tu avais disputé avec Adrien Hardy en 2019. Et puis après, tu as enchaîné plusieurs succès. Finalement, tu es assez vite devenu un taulier de la classe, de la même façon que voilà, tu t'es imposé très vite en mini, tu fais partie des cadors de la classe 40. Bon, oui, on est arrivé avec ce nouveau concept de SCO un peu, enfin qui avait été initié déjà par Louis Duc, mais on allait quand même beaucoup plus loin. Et on est clairement arrivé avec un bateau d'une génération nouvelle et vraiment performante. Donc ça aide comme ça à prendre une place dans la classe. Mais c'est vrai qu'on a fait des belles choses, puisqu'on a fait la Jacques Vabre, le record du Tour des îles Britanniques en solitaire. On a fait 2 fois le record des 24 heures et on détient le record des 24 heures en classe 40. On avait gagné la Dream Cup et là très récemment la CIC Normandie Channel Race. Et puis aussi, ce qui est un peu source de fierté, c'est que ce concept qu'on a amené, il s'est énormément développé Oui, on va en parler. depuis 2 ans. Tu as été vraiment précurseur, mais copié à maintes reprises. Ouais, voilà, c'est vrai que moi j'ai été étonné à quel point cette révolution apportée par David Raison, elle mettait du temps à arriver dans la course au large, parce qu'il avait commencé en 2010 avec son premier SCO.
Et finalement, c'est un peu que là, c'est cette année, depuis 1 an, que Là, ça explose ça, maintenant. ça a explosé déjà sur les mini, mais là, ça y est, ça explose aussi en classe 40. Et... Forcément, la concurrence est plus rude, on va en parler avec ces nouveaux bateaux. On va revenir quand même un peu plus en détail, on le disait, sur la Normandie Channel Race. Il y avait 30 duos au départ, dont certains très affûtés sur les derniers nés de la série, justement, du beau monde. Et avec ton équipier, Ambrogio Beccaria, eh ben, vous avez réussi à vous imposer. Alors, c'était très serré, 9 minutes et 50 secondes d'avance sur le duo Corentin Douguet-Johan Richomme. Cet écart-là, il est vraiment à l'image de l'intensité qui a été menée sur cette course et du fait que c'était très 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 serré sur la totalité de l'épreuve. Alors, et pendant une grande partie, le finish était fou. le finish était complètement dingue, clairement. Oui. Ils auraient pu aussi bien gagner que nous. C'était des renversements de situation toutes les 20 minutes pendant les 4 dernières heures. Donc c'était assez fou. Après, ils ont mené la course quand même pas mal, Corentin et Johan, pendant une grosse moitié de course. Ils ne l'auraient pas volé aussi. Ils ne l'auraient pas volé clairement aussi, mais il y en a d'autres qui auraient pu gagner, Kevin et Mathieu. Mais c'est vrai que c'est une course, le parcours est tel qu'il y a des retournements de situation. Moi, c'est la 3e fois que je la fais. Et en fait, les deux éditions d'avant, c'était moi qui avais passé beaucoup de temps en tête et qui me faisait doubler plutôt sur la fin du parcours. Et là, on a eu la chance d'avoir ce petit retour de... Et alors, ça s'est joué à peu de choses. Qu'est-ce qui a fait la différence vraiment sur ce finish? Sur la fin, c'était fou parce qu'il n'y avait plus que 3 nœuds de vent. On tirait des bords donc sous grande génac. À chaque manœuvre, on avait vraiment très très peur que le bateau s'arrête et qu'on ne réussisse pas à redémarrer. Donc c'était énormément de stress sur la fin. Et puis le vent basculait de 40 degrés d'un côté, de 40 degrés de l'autre. Et au gré de ces bascules, un coup c'était avantage pour eux, un coup c'était avantage pour nous. Et puis la dernière bascule a été pour nous. Et voilà. Alors justement, quand on est dans une nuit de régate comme ça à touche-touche, on imagine c'est l'ascenseur émotionnel. En plus, c'était un équipier italien. C'était comment l'ambiance est survoltée ou on essaye de rester zen? Alors, pendant toute la course, on trouvait qu'on avait gagné un peu en maturité. On se disait que c'était un peu la course. Ça marche plus. Pour Ambrogio et moi. Quand même à la fin, là, l'ascenseur émotionnel, comme tu dis, Gilbert est revenu et il y a des moments où on était confiants. Comment? Il est un peu sanguin l'italien aussi ou pas forcément? Ambrogio, c'était plus sanguin que lui ou c'est? Non, je crois que je suis peut-être un peu plus que lui. Et puis lui, il avait vécu avec Achille Nebou 10 jours avant de se faire doubler à une demi-heure de la fin aussi. Et donc il avait vraiment pas envie de reproduire le scénario. Donc c'était assez bouillant. Et vous avez eu aussi, c'est vrai, des conditions extrêmement variées parce que, comme tu dis, il y a des rebondissements, vous avez eu de la brise. Après même, vous n'avez pas pu aller au Fastnet parce que la météo était trop rude. Donc vous êtes revenu, c'est là que la course a basculé, vous êtes revenu vers Basse-Port-Salle, pardon, pourtant c'est bien breton. Et c'est là que vraiment, c'était dans les petits airs, quoi. Voilà. Oui, on a pu revenir dans les petits airs. Il y a un moment, Keguiner, donc Corentin et Johan avaient 10 000 d'avance et ils ont buté dans un endroit où il n'y avait pas de vent. Et nous, on a pu les rattraper à ce moment-là et on est reparti à égalité on était 3 bateaux d'ailleurs à batailler vraiment pour la première place. Et donc ça s'est joué dans les petits airs entre le nord de la Bretagne, les îles anglo-normandes et puis le passage du Cotentin. Et la baie de Seine. Il y a toujours des passages à niveau. Et il y a des passages à niveau, beaucoup de courants. On a eu il y avait des coefficients de marée de plus de 100 sur la course, donc ça rajoutait encore un peu de piment. Alors forcément, vous avez, tu as la route du Rhum en ligne de mire. C'est toujours super intéressant de se confronter aux autres. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ces presque 5 jours de compétition, s'il fallait, quels sont les enseignements intéressants pour toi? Le premier enseignement, c'est que c'est possible de battre des champions. Que mon bateau, même s'il y a plein de nouveaux plans qui sont sortis depuis mon bateau, c'est un bateau qui reste polyvalent avec quelques atouts, notamment un gros atout dans la brise au portant. Donc je croise les doigts pour partir avec du nord-est très fort sur la route du Rhum, même si c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Et voilà que c'est possible et qu'il va y avoir un super beau match, quoi. Oui, justement, comme tu dis, les classes 40 dernière génération, ils ont forcément un petit gap au niveau vitesse. Et à quelles allures vous rivalisez vraiment le mieux? C'est au portant, comme tu dis? Au portant, dans la brise, on est vraiment très très fort. On avait un peu misé là-dessus. On a peut-être même mis le curseur un peu trop là-dessus.
Après, on est un petit peu en difficulté au reaching, on va dire. Au reaching, quand il n'y a pas trop de mer et pas trop de vent. Mais voilà, on a un bateau qui reste compétitif, sur lequel on a beaucoup travaillé l'hiver dernier notamment. On a augmenté pas mal les performances, je le connais bien, on a beaucoup travaillé sur les voiles. Donc voilà, tout est possible. Voilà, justement, parce que cette classe, elle est très relevée avec des marins justement de talent. Donc, toi, tu as été précurseur justement avec ce SCO. D'autres sont arrivés. Ça oblige quand même pour rester compétitif, à beaucoup travailler. Quelle est ta méthode? Passer du temps sur l'eau, même s'il faudra en passer plus que ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on peut, parce qu'on passe aussi pas mal de temps au chantier. Le travail sur les voiles avec le voilier, moi je travaille avec All Purpose, avec Rémi Aubrin, et ça c'est déterminant de bien affiner son jeu de voile. Donc ça c'est voilà, le temps passé, les 3 années que j'ai pu avoir pour essayer des voiles, faire des essais, etc. Ça c'est très important. Et voilà. Il y a quelques clients particuliers qui sont arrivés. Il y en a trop. Il y en a trop pour les citer. Mais, il y en a beaucoup. Il y en a Je ne sais beaucoup. pas, on va être une vingtaine à pouvoir jouer la gagne, au moins. Et comment t'expliques cette montée en puissance du classe 40, cet intérêt pour cette classe, pour ces nouveaux bateaux C'est des bateaux, entre guillemets, à moindre budget, hein, quand on se compare à des IMOCA. Malgré tout, des bateaux avec lesquels on peut faire des belles courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. C'est des bateaux qui sont assez grands pour affronter quand même un peu de mer, et puis assez petits pour que ce soit maniable, les sorties du port, les rentrées de port. C'est quand même des projets qui restent à taille humaine. C'est des bateaux sur lesquels on prend beaucoup de plaisir et qui restent simples parce qu'il n'y a pas de quille pendulaire, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de foil, etc. Donc voilà, c'est accessible. Ça permet de monter d'un cran Ouais. sans être dans des budgets trop colossaux comme l'IMOCA, quoi, quand on a envie de basculer. Et alors, tu le disais, ça promet quand même une sacrée bagarre sur la route du Rhum. Tu as hâte d'y être. On ne va pas te demander ton objectif, parce qu'on imagine bien que c'est d'aller chercher une victoire. Mais comment tu t'y prépares? Comment tu abordes le dernier sprint, là? Parce que finalement, il reste un peu de temps d'ici le début novembre, mais ça va arriver très vite. On a toujours l'impression d'être en retard sur la préparation. Comment tu te sens, toi, par rapport à cette route du Rhum qui approche? Techniquement, je pense qu'on est prêt. Après, ça va être mentalement, psychologiquement. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est l'événement, le côté événement que j'ai jamais connu avec énormément de monde, Oui, à ce sera ta Saint-Malo, première etc. route du Rhum. Ouais. Pour l'instant, ma technique, c'est de faire la technique de l'autruche et de pas trop y penser et de regarder les courses Surtout qui pas arrivent dire que les tu unes cherches après la les autres. gagne. Mais voilà, non, d'essayer de le prendre comme une course comme une autre, quoi. Moi, j'essaie de faire comme ça. Et justement, tu dis, c'est vrai, tu as l'avantage de parfaitement connaître ton voilier sur le bout des doigts, mais tu dis, il y aura la pression de l'événement. Est-ce qu'il y a une petite préparation mentale spécifique? Tu travailles avec quelqu'un de particulier? J'avais fait pendant une année, j'ai travaillé un peu, mais là, j'ai un peu arrêté. J'aurais peut-être reprendre, mais ouais, non, c'est vrai que là, ma préparation mentale, c'est de pas y penser. C'est une peut-être manière la comme bonne. une autre. Quelques questions pour un petit peu mieux te connaître. On a préparé un petit quiz rapide. La première question, est-ce que tu es quelqu'un de gourmand? Et si oui, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Non, je suis pas spécialement gourmand et je serais plutôt salé. Par contre, je suis un peu, comment on dit, impulsif. Enfin bon, si on me laisse une boîte de tic-tac, elle va pas durer très très longtemps, par exemple. D'accord, donc sur le bateau, par moment, quand c'est un peu tendu, qu'il y a un peu de nervosité, tu es capable de t'enfiler un paquet de bonbons ou ce genre de choses? Ouais, je prends pas de bonbons à bord, mais oui, je peux. Ouais. Non, plutôt en voiture. Et alors, qu'est-ce que tu mets dans la playlist du bord? Qu'est-ce que je mets? Moi, j'adore écouter Georges Brassens, j'adore chanter. Est-ce que tu nous chanterais, redonnerais un petit air de Brassens? Un petit air de Brassens, là, comme ça. A cappella, Petit tu lui en piège. demandes beaucoup. Non, je sais pas laquelle. T'en as pas une favorite chez Brassens? Laquelle? Hein? Les copains d'abord. Ah non, elle est trop dure. Non, et voilà. Attends, on Une y autre revient. fois. Ce sera un défi pour le rhum, sinon. Ouais, ok. On viendra te voir Sur le bateau, on est tout seul pendant la route du Rhum. Il y a pas. On viendra te voir sur les ponts. On viendra te voir sur les pontons avant le départ pour que tu nous fasses Ce sera le challenge. Ok. Non, mais j'aime bien les chansons, tout ce qui est chansons. Par exemple, je sais pas, Léonard Cohen, Moustaki, tout ça, j'adore. Écouter ça en mer. D'accord. Alors, un marin ou un sportif qui t'a inspiré et peut-être conduit où tu es, ou un marin que tu admires plus spécialement?
Non, je sais pas. En ce moment, j'adore l'équipe de France de rugby. Je trouve ça génial. Je suis à fond ça. Voilà, ce sont des... La Parce que charnière de l'équipe du 15 de France, là, elle me fait rêver. J'adore Il y a de leur quoi. attitude. Ça fait du bien quand on. Ouais. Ça fait du bien de voir ça dans le sport plutôt que dans le foot. Oui, c'est un Voilà. esprit super collectif. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes particulièrement te ressourcer entre les courses? Oui, il y a un endroit auquel je pense, du coup, quand vous parliez de prépa mentale, des fois j'essaye en mer de me remémorer être allongé sur les cailloux aux sources du Tarn, sur le mont Lozère, écouter le Tarn couler et le bruit du vent dans les arbres. Ouais. Voilà. D'accord. plus doux. Un endroit qui a l'air très calme. Tu te dirais plutôt, alors tu as un peu répondu tout à l'heure, mais plutôt force tranquille ou petit nerveux en mer? Ça va dépendre peut-être des situations. Ah ouais, force tranquille pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, quoi. D'accord. Le don que tu aurais aimé avoir ou un métier que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été skipper ou marin, tu te serais vu où? Voler, faire du planeur à fond, comme je fais du bateau. Ouais. Voilà, ça nous permet d'en Merci. savoir un peu plus sur ta Sur sa personnalité. personnalité. On va parler des news aussi, parce qu'il y a eu un mois de mai assez riche, avec tout d'abord la très belle victoire d'Yves Le Blévec et de sa Dream Team, Gilbert, sur l'Amen Race. Oui, Virginie, puisque le skipper d'Actual 3 Ultime était vraiment entouré d'une brochette de cadors. Anthony Marchand, mais aussi Yann Eliès ou encore Paul Meillat étaient à son bord pour cette course de 300 000 qui s'est jouée dans les petits airs sur l'arrivée en baie de Quiberon. Actual qui s'impose avec 5 minutes d'avance sur Thomas Coville et l'équipage de Sodebo. IDEC, mené par Francis Joyon, termine 3e. Yves Le Blévec était forcément super heureux de ce résultat qui valide un peu le travail pour prendre en main le trimaran massif de François Gabard, lequel François Gabard s'est lui aussi offert un nouveau record. C'était sur le record de la Med, le Charentais et ses 4 équipiers ont en effet inscrit un nouveau temps de référence de la traversée entre Marseille et Carthage avec un chrono de 13h 55 minutes 37 secondes à la vitesse moyenne de 33,7 nœuds. Ils améliorent de 25 minutes le record établi par Pascal Bidégory sur Banque Populaire en 2010. Le Basque était d'ailleurs à bord aux côtés de François Gabard et améliore ainsi son propre record, Virginie. Et oui, et puis enfin un autre succès, celui de Tom Laperche qui cartonne en Figaro. On ne l'arrête plus, le jeune skipper de Région Bretagne CMB Performance. Il avait déjà remporté la solo Maître Coq et là il s'est imposé. Il a vraiment survolé les débats sur la Le Havre Almer Cup en remportant à la fois la grande course offshore et les 2 parcours côtiers sur cette épreuve normande. À noter la 2e place de Loïs Béréard et Guillaume Pirouel qui lui termine 3e et complète donc ce podium. Alors Yann, il n'y a pas tellement de ministres qui sont tentés par le Figaro aussi. Il y a Erwan Le Draoulet qui a gagné en série. Toi, ça t'a pas attiré? Tu préférais tout de suite passer au large? C'était aussi une opportunité. Et puis, il y avait le côté développer un nouveau bateau moi, qui m'avait beaucoup plu quand on avait développé l'offset en mini. Et il y avait ce côté-là en classe 40 qui me motivait à fond. Et ce qui n'est pas le cas en Figaro, où on arrive, le bateau il est tel qu'il est, on n'a pas grand-chose comme développement à faire. Donc cette partie-là, développement de performance, développer un bateau, ça m'attirait plus que de faire du Figaro. On a vraiment l'impression, on en discutait avec Gilbert, qu'il y a 2 écoles. Il y a un peu ceux qui font la mini, l'appel du large, l'aventure, le développement justement des bateaux. Et puis ce côté peut-être plus scolaire ou en tout cas de la monotypie en fait en Figaro. Donc c'est vrai que c'est complètement différent comme état d'esprit aussi peut-être. Oui. Et puis j'avais très peur de pas être du tout au niveau et de pas réussir du tout à suivre en allant en Figaro. C'est beau. Enfin, je sais pas, comme les bateaux sont tous pareils, c'est plus facile d'avoir un bateau qui va plus vite, quoi. C'est pas C'est faux. juste. Juste un mot de ton programme là. Donc on l'a dit, la route du Rhum début novembre. Quel va être le programme pour toi d'ici là? Comment tu vas t'organiser? Quel est l'agenda? Eh bien, nous, on a eu un gros chantier là, qui n'était pas prévu juste avant la CIC Normandie Channel Race. Du coup, il y a pas mal de dossiers qui sont restés en suspens. On essaye d'avancer bien sur ces dossiers, de se remettre bien d'équerre sur la préparation du bateau. En juillet, il y a la Dream Cup en solitaire. En septembre, il y a la Malouine, enfin une course pareille en solitaire à Saint-Malo, et puis après la route du Rhum. Donc, Un avant-goût d'être à Saint-Malo, ça te permettra de prendre Exactement. tes marques. Et puis là, il faudra qu'il remette son genou en état, puisque je crois que tu t'es fait. Oui, là, il y a une petite infection là, qui traîne au genou depuis la dernière course. Mais bon, d'ici là, ça sera traité.
Parfait, on te souhaite un bon rétablissement en tout cas. On te souhaite le meilleur dans cette dernière ligne droite avant le Rhum. On t'attend sur les pontons de la route du Rhum avec Brassens. On viendra te voir si tu veux bien relever le challenge. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Kevin et Arnaud à la réalisation. Merci à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, qui nous accueille pour ces cafés de la Marine. Pour ne rien manquer de l'actu voile, rendez-vous sur les pages du Télégramme et sur le site Planète Voile. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.